Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'autre 20h, le journal du média. Au sommaire de cette édition spéciale Gilets jaunes, un reportage de Serge Faubert sur l'acte 10 du mouvement. Yanis Memdi a suivi une équipe de street medics, ceux qui soignent les nombreux blessés sur le terrain. Et enfin, vous retrouverez l'entretien libre. Aude Lancelin a reçu Monique Pinson-Charlot au sujet de son nouveau livre, Le président des ultra-riches. Ce sera à la fin de ce journal. Aujourd'hui, 21 janvier 2019, Emmanuel Macron a reçu au château de Versailles les 150 plus grands patrons du CAC 40, des dirigeants de multinationales étrangères et françaises comme Microsoft, General Electric ou encore Snapchat. Le président ignorait-il que c'est un 21 janvier que Louis XVI a été décapité par les révolutionnaires? On ne le sait pas, en tout cas le choix du château de Versailles pour ce second événement intitulé Choose France est fort de sens. L'année dernière, le premier sommet de l'attractivité de la France, comme le dit Emmanuel Macron, aurait rapporté, selon des données transmises par Business France, 3,5 milliards d'euros d'investissement. Mais attention, ces 3,5 milliards d'euros représentent 500 millions d'euros de moins que ce que rapporterait l'ISF, l'impôt sur la fortune que le président a supprimé en début de mandat. Justement, samedi, Attaque France a publié un rapport édifiant sur le bilan des entreprises du CAC 40 en matière de justice sociale, justice écologique et justice fiscale. On y apprend qu'entre 2010 et 2017, les bénéfices des grandes entreprises ont augmenté de 9,3% et les dividendes versés aux actionnaires ont eux augmenté de 44%. Attaque pointe particulièrement la hausse des inégalités salariales à l'intérieur même de ces grandes entreprises. Le salaire moyen d'un PDG atteint 4,68 millions d'euros, soit 257 fois le SMIC par an. Quant aux impôts payés par les entreprises du CAC 40, ils ont eux baissé de 6,4%. Dans son rapport, Attaque parle et défend les gilets jaunes face aux grandes entreprises. Je cite, « La révolte sociale qui secoue la France depuis fin 2018 a pour revendication principale la défense du pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale et écologique, autant d'exigences légitimes auxquelles les grandes entreprises du CAC 40 tournent le dos. » Hier, c'est l'ONG Oxfam qui a publié son rapport annuel, un rapport accablant lui aussi. On y apprend que les 26 personnes les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Le nombre de milliardaires, lui, a donc doublé depuis 2008. À titre d'exemple, au hasard, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, il a gagné 112 milliards de dollars en 2018. 1% de sa fortune correspond au budget de la santé de l'Éthiopie. L'ONG estime également que les plus riches cachent au fisc plus de 7 milliards de dollars, alors que les 10% les plus pauvres paient des impôts plus élevés en proportion de leurs revenus que les plus riches. Winnie Bianimina, la directrice exécutive d'Oxfam International, a affirmé « Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. » L'ONG appelle les États à taxer les plus riches. Ces deux rapports font forcément écho avec la révolte des Gilets jaunes, puisque ce sont des choses que l'on entend dans la bouche des Gilets jaunes eux-mêmes depuis plus de 2 mois. Ces inégalités criantes qui empêchent le plus grand nombre de vivre décemment au profit des plus riches, eh bien ce week-end, avec leur rapport, Attaque et Oxfam l'ont prouvé. Dès ce matin, devant le château de Versailles, la CGT Île-de-France, accompagnée de Gilets jaunes, ont manifesté, tandis que les grands noms du gouvernement et des grandes entreprises du CAC 40 foulaient ensemble le tapis rouge du lieu qui représente encore la monarchie. Macron, rends-nous la thune et rends-nous l'impôt sur la fortune. Hier, pour l'acte 10 du mouvement, les Gilets jaunes étaient encore nombreux dans les rues de Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes. Notre journaliste Serge Faubert était lui à Paris. Il a notamment demandé aux Gilets jaunes qu'il a croisé ce qu'ils pensaient du grand débat national lancé par Emmanuel Macron le 15 janvier dernier. Le grand débat, personne n'y croit, reportage. Paris réussit pour l'acte 10 des Gilets jaunes. À Paris, ils étaient au moins aussi nombreux que la semaine précédente, en dépit du lancement très médiatisé du grand débat. Et certainement plus de 10 000 à parcourir dans le froid les 15 km de la manifestation. Rares, très rares sont les Gilets jaunes qui croient à la sincérité de la concertation gouvernementale. Certains y voient une manœuvre électorale.
Monsieur Macron, il a prévu un débat, c'est pas un débat, c'est un meeting qu'il vient de faire là, et puis qu'il continue, il va faire le tour de la France avec son meeting. Et d'ailleurs, encore une provocation supplémentaire, et il est venu tout seul pour dire « je suis tout seul face à 65 millions de Français et je reste droit dans mes bottes ». Monsieur Macron, il faut changer, parce que là, il va y avoir des élections, et là, la France, elle part droit dans un mur, parce que c'est vous qui fabriquez les extrêmes. Et les grands débats citoyens, on connaît ça, hein, et il y en a toute l'année, de toute façon, des débats qui sont organisés, hein, contre les rocades, les autoroutes qui détruisent des forêts, blablabla. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être consulté, c'est décider. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat? La fumisterie. Il n'y a pas de grand débat, c'est du mensonge. Le théâtre. Le grand débat, c'est Macron qui prépare les européennes, il fait le beau devant les maires, mais que ça va lui retomber dessus. Voilà. Est-ce qu'il faut y participer à ce grand débat? Non, moi j'y participerai pas. À la rigueur, j'irai mettre mes doléances aux mairies, mais pas la lettre du grand débat. Tous ne sont pas de cet avis. Ce manifestant veut accorder le bénéfice du doute au gouvernement. Je pense que je vais y participer. Vous pensez que c'est utile? J'espère. Je suis un peu sceptique, mais j'espère. Certains gilets jaunes disent que ça ressemble plus à une campagne électorale. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Hein. Vu avec les maires, là, ce qui s'est passé, ça y ressemble énormément. Bon, après, il faut voir. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit lui qui commence par ça. D'autres ont tourné la page et sont désormais à la recherche d'un changement politique radical. On ne veut pas l'écouter, nous, ça ne nous intéresse pas. Et on est là en répondre dans la rue, tous ensemble, tous ensemble. Moi je pense que le seul moyen pour qu'il reste au pouvoir, va falloir qu'il dissout l'Assemblée. C'est le seul moyen qu'il y reste. Sinon, il dégage. Je pense que les gens maintenant se sont ouverts, sont d'accord et debout pour dire que terminé, c'est la fin. Si ce n'était l'absence de merguez et de sono tonitruantes, on pourrait se croire dans un cortège syndical. D'ailleurs, une poignée de syndicalistes arpente le bitume. Pourquoi il y a aussi peu de syndicalistes dans les manifestations de Gilets jaunes? Pourquoi il y en a aussi peu? Parce qu'il y a beaucoup de centrales. En fait, toutes les centrales syndicales, hormis Solidaire, ne veulent pas se joindre au mouvement des Gilets jaunes. On se demande bien pourquoi. Avant tout un mouvement citoyen. Donc pas de parti, pas de syndicat, citoyen, avant tout. Ah, vous êtes contre les syndicats dans les manifestations? Tout à fait, je me reconnais en aucun syndicat. Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Je laisse la parole. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire monsieur? Il a en partie raison. On est les premiers à gueuler, à dire on n'a plus personne en manif. Et le jour où il y a un vrai soulèvement populaire, avec des revendications communes avec les syndicats à la base, hein, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, une meilleure répartition des richesses, l'augmentation du SMIC, ce genre de choses, bah, les syndicats ne sont pas là, hormis Solidaire. Alors après, quand vous vous promenez, vous voyez des chasubles solidaires, CGT, de temps en temps FO, mais voilà, et c'est dommage que la CGT n'appelle pas à se joindre au mouvement Gilets jaunes avec la force de frappe qu'ils ont, ça aurait de la gueule. Justement, des adhérents de la CGT sont venus défiler. Derrière les Gilets jaunes, il y a beaucoup de syndicalistes. Mais pourquoi les organisations syndicales ne sont pas présentes en tant que telles? Il faut leur demander. Moi en tout cas je suis syndicaliste et CGT, d'ailleurs c'est affiché, hein, et je revendique ma présence aujourd'hui. Quand vous dites à M. Martinez pourquoi on n'y va pas? Mais on lui dit. Et qu'est-ce qu'il répond? Lui il a des idées qui sont peut-être pas forcément les mêmes. Alors après au départ des Gilets jaunes le 17 novembre, c'était quand même embarqué par des organisations politiques un petit peu légèrement à droite. C'est pour ça qu'il y a eu des points de crispation, mais c'est vrai que je pense que stratégiquement la CGT a fait une erreur fin novembre, début décembre de ne pas rentrer dans le mouvement. La manifestation s'est déroulée sans aucun incident. Pour la démocratie, à bas l'oligarchie. Surprise dans le cortège, un vrai curé. Il y a des causes justes qu'il faut le dire, et en même temps il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Il faut garder un cœur dans la paix. Il y a beaucoup de fraternité et il faut continuer à aller dans ce sens-là. Cette ambiance bon enfant sera la règle jusqu'au moment de la dispersion aux Invalides. Mais en pénétrant sur l'esplanade, un vent de panique s'empare de la foule. Ils vont nous nasser, comme la semaine dernière. Le 12 janvier, place de l'Étoile, les forces de l'ordre ont en effet empêché l'essentiel de la manifestation des Gilets jaunes de quitter les lieux. Résultat, des affrontements et des blessés. Craignant que la situation ne se répète, le cortège choisit de faire
demi-tour. Pourtant, cette fois, les forces de l'ordre laissent les manifestants quitter l'esplanade pourvu qu'ils retirent leurs gilets, comme nous avons pu le vérifier. Les organisateurs de la manif s'épuisent à rassurer les manifestants, en vain. Pour sortir, justement, nous on est dans le fond. Faut passer par la rue Saint-Dominique, la Motte Piquet-Grenelle, Tourmebourg, la ligne 6 est ouverte. Le gros du cortège s'est déjà dispersé lorsqu'éclatent les premiers incidents. Deux voitures sont dégradées. Des pierres sont lancées vers les photographes et les caméras. La salle de commandement de la préfecture de police choisit de faire donner les policiers en civil. Loin de mettre un terme au désordre, il rajoute au trouble. C'est toute l'absurdité de cette doctrine mise en place par Christophe Castaner et Laurent Nunez au lendemain de la manifestation du 24 novembre. Faire des interpellations coûte que coûte, au prix de nombreux blessés, certains gravement atteints, parmi les manifestants, au risque surtout d'un drame. Que se passera-t-il lorsque la foule se retournera soudainement contre cette bande de policiers mal préparés, mal encadrés, vindicatifs pour certains, apeurés pour d'autres? C'est un scénario mortifère qu'écrivent, manifestation après manifestation, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, à rebours de la plupart de leurs collègues européens. Fort heureusement, sur l'esplanade, la dispersion s'achèvera sans incident, les CRS faisant preuve, cette fois, de maîtrise. Il ne reste plus qu'à espérer que cette retenue redevienne la règle. À Christophe Castaner d'entendre raison. Il y a déjà trop de blessés et de mutilés. Yanis Mamdi aussi y était. Il a suivi tout au long de la journée une équipe de street medics. Les street medics sont celles et ceux qui soignent les manifestants blessés par des tirs de flashball, des coups de matraque ou encore des grenades lacrymogènes. Depuis le 17 novembre, les street medics sont tous les week-ends sur le terrain pour soigner et même pour sauver des vies. Yanis les a suivis pendant cet acte 10. Nous avons décidé de flouter leur visage pour leur sécurité parce qu'ils sont de plus en plus la cible d'arrestations préventives injustes. Les street medics, les anges gardiens des Gilets jaunes, un reportage de Yanis Mamdi monté par Robin Vollet. On le sort de l'autre côté. On dégage. On est juste une vidéo et puis on va balancer une flashball. Merci d'être là, courage à vous. Merci d'être là. Ils sont reconnaissables à leur t-shirt blanc marqué d'une croix noire ou rouge. Les street medics, comme on les appelle, s'occupent d'apporter les premiers secours aux gilets jaunes blessés durant les manifestations. Diverses bandes, couverture de survie, pansement israélien, bombe de froid en cas de flashball pas ouvert en fait. La deuxième sacoche, on va dire que c'est celle qui sert tout le temps. Donc ça va être du sérum pli, des gants, des plus petites compresses, des bandages. Pareil, des pansements banals, tout type de pansement. Je pense qu'on a fait le tour, hein. ça reste du matériel entre guillemets que tout le monde a dans sa trousse de secours. Ça reste traditionnel. De toute façon, on n'est pas là pour faire la médecine à proprement dit, mais juste pour faire les premiers soins. Ils sont tous bénévoles et la plupart préfèrent rester anonymes pour des raisons de sécurité. On est quand même beaucoup là. L'équipe là-bas sont occupés de la vie, ils sont tous équipés, ils sont sur le canal de CE. Ce samedi 19 janvier, à Paris, ils supervisent l'acte 10 du mouvement des Gilets jaunes. On fait comme d'habitude, on remonte sur le côté. Un parcours de 14 km qui commence et doit se terminer aux Invalides. Pour notre propre sécurité, de ne pas être au milieu. Et en plus de ça, on a une vision d'ensemble sur l'avant, un peu plus sur l'arrière. Et ça nous permet de circuler plus vite que si on était dans le paquet. Une manifestation qui se déroulera dans le calme. Mais à la fin du parcours, les manifestants sont empêchés par les forces de l'ordre d'accéder de nouveau aux Invalides, ce qui donne lieu à des affrontements. Et l'équipe de street medics se tient prête à agir.
c'est plus les mêmes conditions là. C'est parti plus sur un affrontement, clairement. Conséquence des affrontements, les premiers blessés surgissent. Ce manifestant est inconscient. Il est vite évacué par une équipe de street medic. On évacue là-bas. On dégage. Quelques minutes plus tard, les bénévoles s'occupent d'un autre blessé. Cet homme s'est pris un tir de flashball. Quel âge vous avez, monsieur? 44. 44. La ventile, ça donne quoi là? Je prenais juste une vidéo et puis on va balancer un flashball. Merci d'être là, courage à vous. Merci d'être là. À la fin de la journée, on comptabilisera 4 blessés. C'était une journée plutôt calme. Bon, pas trop de boulot, donc ça fait plaisir, ma foi. C'était l'une des journées les plus calmes à laquelle on a assisté. Rendez-vous donné samedi prochain pour nos street medics. C'est la fin de cette édition de l'autre 20h. Je vous rappelle que le média est un média indépendant, financé par des citoyens que nous appelons sociaux. Vous pouvez le devenir en vous rendant sur notre site lemediatv.fr. Tout de suite, l'entretien libre Aude-Lancelin a reçu Monique Pinson-Charlot. Elle vient de publier avec Michel Pinson une nouvelle enquête édifiante. Le président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Je vous souhaite un bon visionnage et une très bonne semaine. L'enquête des Pinson-Charlot, le président des riches, paru en 2010, est sans doute un des coups symboliques les plus rudes qui ait été porté à la présidence de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, le célèbre couple de sociologues publie Le président des ultra-riches, un livre qui ne contribuera pas à réconcilier les Français avec Emmanuel Macron en pleine crise des Gilets jaunes. Chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron est-il sous-titré. Il y détaille le parcours du leader des marchés libres, comme l'avait surnommé le magazine Forbes, et les renvois d'ascenseurs constants en direction des plus nantis de ce président choisi par la caste pour servir la caste. La démonstration est féroce, implacable. Bonjour Monique Pinson-Charlot, et merci d'être avec nous aux médias aujourd'hui. Je suis contente, moi aussi, de partager ce moment. Macron, c'est moi en mieux, avait dit Nicolas Sarkozy en juin 2017, au moment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue à vos yeux les connivences oligarchiques de Nicolas Sarkozy de celles d'Emmanuel Macron, vous qui avez travaillé sur les deux? Sur les deux? Alors on peut dire que oui, c'est-à-dire qu'on est passé à une violence de classe, à une violence oligarchique et donc à des connivences beaucoup plus serrées, beaucoup plus ardues, beaucoup plus dans la défense des intérêts de cette oligarchie, avec, on va y revenir certainement, des cadeaux faits aux plus riches tout de suite, très vite et à des niveaux que n'atteignait pas le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en donnant des chiffres assez vertigineux. Parce que si Macron ne supporte pas l'étiquette de président des riches, ainsi qu'un article du Canard enchaîné le révélait en octobre 2017, c'est une invention de mes opposants et des commentateurs, avait dit Macron, on va voir que preuve à l'appui, chiffre à l'appui, Emmanuel Macron est bien le président des ultra-riches, ainsi que le dit le titre de votre livre. Donc je cite quelques chiffres que vous donnez, Monique Pinson-Charlot. Depuis l'élection présidentielle de Macron, les sociétés du CAC 40 font des bénéfices records, 500 millions de plus sur le même laps de temps qu'avant son élection en 2017. Par ailleurs, les PDG du CAC 40 ont touché en moyenne 5 millions d'euros, soit déjà près de 15% de plus en un an depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est l'orgie complète, là?
C'est-à-dire que c'est le résultat d'une politique de l'offre qu'a initiée Emmanuel Macron dès son arrivée au secrétariat général de l'Élysée sous François Hollande, c'est-à-dire dès 2012, après avoir fait le programme. Quand François Hollande était candidat, c'est Emmanuel Macron qui a quand même fait tout le programme économique, tout en étant associé gérant chez Rothschild, le programme économique du candidat Hollande. Et donc cette politique de l'offre, c'est on donne beaucoup d'argent aux actionnaires, aux sociétés, aux entreprises, sous divers cadeaux fiscaux, si vous voulez, en milliards et au total en dizaines de milliards d'euros. Et ce qui est très intéressant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais le plus intéressant, je trouve, c'est que ça se fait sans aucun contrôle. Et si vous voulez, dès qu'il s'agit des plus riches, Emmanuel Macron revendique, avec Bruno Le Maire et ses camarades de classe, une société de confiance. Et quand il s'agit des plus démunis, des classes moyennes, des classes populaires, des chômeurs notamment, on entre là dans une société de défiance où les chômeurs deviennent des fraudeurs, des fainéants, des extrêmes et des cyniques. Alors que nous, dans ce livre, nous montrons que c'est l'oligarchie qui est extrême, ultra, cynique, fainéante. Parce que Emmanuel Macron, dès le départ, il a supprimé l'ISF. Pourquoi je dis que c'est un vrai cadeau aux plus riches? Parce que si on regarde les 100 plus riches de l'ISF, on s'aperçoit que leur patrimoine qui était assujetti à l'ISF est composé de valeurs mobilières, c'est-à-dire d'actions, d'obligations. Souvent, on se représente les très riches avec des yachts, des châteaux, des Rolls, etc. Mais le gros de leur patrimoine, non, est fait de capital financier. Après, il leur reste suffisamment pour avoir tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Alors donc, en supprimant l'ISF, ils suppriment le patrimoine financier, c'est-à-dire le stock du capital qu'ont les plus riches. Donc c'est à la faveur vraiment des plus riches. Et puis dans un deuxième temps, ça ne suffisait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron ne peut pas accéder à la revendication des Gilets jaunes de rétablir l'ISF. Parce qu'à l'ISF, il a arrimé ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, et en anglais, ça s'appelle la flat tax. C'est-à-dire que les revenus du capital, les revenus de ce stock, avec l'ISF, les revenus de ce capital, c'est autre chose, le stock et les revenus que ça génère, les revenus étaient imposés de manière progressive, comme les revenus, avec des tranches qui allaient jusqu'à 45%. Et Emmanuel Macron, il a fait quelque chose de forfaitaire et donc de non progressif, un impôt spécial pour les capitalistes, pour le capital, qu'il a annoncé comme baissant de 60 à 30%. Alors nous, on se dit, 30%, ça fait quand même déjà pas mal, beaucoup de Français ont dû se dire ça. Et puis, en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il y avait une manipulation idéologique là-bas derrière, c'est-à-dire que ça n'est pas 30% que paye forfaitairement, que vous soyez Bernard Arnault ou un pauvre petit actionnaire qui n'a pas grand-chose, c'est pas 30% que vous allez payer, c'est 12,8%. C'est-à-dire qu'en réalité, l'impôt sur le capital est en dessous de la première tranche d'imposition à 14% pour les revenus des salariés. J'espère que je suis claire, parce que l'imposture est de taille. Quand il s'agit, je résume, quand il s'agit des impôts sur le capital, on intègre automatiquement, et les médias relayent en général, les médias dominants, on intègre automatiquement les cotisations sociales et la CSG. Mais on ne le fait pas pour les salariés. Parce que sinon, les salariés, la première tranche serait 14% plus 10%, serait 24%. Donc les salariés ont dit première tranche 14%, et pour le capital, on dit 30%, alors qu'en réalité, c'est 12,8%. La conséquence immédiate, c'est qu'évidemment, les traders, tous ceux qui sont payés avec des salaires mirobolants, vont demander, et ont déjà demandé, à être payés en dividendes, pour évidemment moins payer d'impôts. Donc c'est quelque chose qui va revenir en boomerang sur Macron, parce que là, le boomerang, il va se chiffrer en milliards d'euros. Alors effectivement, je pense qu'il faut rester un petit moment sur ces chiffres vertigineux, qui marquent déjà le début du quinquennat Macron.
Alors vous le rappeliez à l'instant, Monique Pinson-Charlot, les patrimoines des plus riches sont composés à 90% de produits financiers. Et donc la suppression de l'ISF sur ces produits, il faut le savoir, a créé un manque à gagner dans les finances publiques de 4,6 milliards d'euros. Et vous dites la chose suivante dans le livre que j'ignorais. Alors que la réforme de l'ISF ne devait intervenir qu'en 2019, elle fut votée beaucoup plus tôt que prévu, au tout début du quinquennat, le 12 octobre 2017. Pourquoi ? Alors, comme on dit, ils disent les marchés. Mais moi, je sais que derrière les marchés, ce sont des hommes et des femmes qui habitent dans les beaux quartiers, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'intérêt à ce que la richesse continue à leur advenir grâce à leur titre de propriété, que ce soit des usines, des médias, que ce soit des terres agricoles, des cliniques ou des hôpitaux. Et ils se sont dit, ils savaient, on va y venir certainement dans cet entretien, que Emmanuel Macron n'était pas un candidat hors système, mais vraiment quelqu'un, un parfait représentant du néolibéralisme et de la financiarisation de l'économie. Donc ils se sont dit, avec les cadeaux qu'il nous fait, ça va peut-être pas bien se passer après pour lui si on attend trop longtemps. Donc il y a eu des pressions extrêmement fortes pour que tous ces cadeaux dont on vient de parler entrent en œuvre dès le 1er janvier 2018. Se précipiter sur le magot avant que ça tourne mal. Voilà. Et ma foi, l'histoire leur donne raison. Hein. Oui, on peut pas dire. Intuition. Alors, Emmanuel Macron a jusqu'ici obstinément refusé de revenir sur ces cadeaux fiscaux aux plus riches. La suppression de l'ISF sur les patrimoines financiers, notamment, que vous qualifiez de péché original du macronisme, semble un puissant verrou. Selon vous, il ne reviendra jamais sur cette affaire, quelle que soit la tournure que prennent les événements? Je suis peut-être bonne sociologue, mais mauvaise prophète, parce que c'est difficile, parce que c'est évidemment qu'une question de rapport de force. Donc là, c'est vrai qu'il est dans un rapport de force quand même très défavorable, et puis peut-être grâce à nous tous, réunis, solidaires avec les Gilets jaunes, les syndicats, les partis, si on arrive à bien tous faire converger toutes nos luttes, eh bien, le rapport de force, comme les dominos, ça va complètement s'inverser. Et à ce moment-là, ma foi, peut-être qu'il reviendra. Mais si vous voulez, du fait qu'il a arrimé à la suppression de l'ISF la création de la flat tax, il faut, maintenant les Gilets jaunes, en lisant notre livre, comprendront qu'il faut réclamer la suppression des deux en même temps. Le stock et les flux de capitaux. Voilà. Les deux en même temps, c'est pourquoi il ne peut pas... Avant, c'était dissocié. Là, maintenant, c'est associé. Donc, il faut réclamer les deux. Remettre l'ISF et annuler la flat tax. Alors, on va tout de suite regarder des images ensemble, Monique Pinson-Charlot, parce que j'aimerais beaucoup, évidemment, avoir votre commentaire sur ces événements. Ce sont des images qui ont été tournées le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir-là, Macron est qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen. Autant dire qu'il est absolument certain d'être élu. D'une certaine façon, c'est déjà la fête de la victoire pour lui. Tout de suite, on regarde ces images. Vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Fouquet, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup de forces de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir, je suis au milieu parisien. Alors, quand vous avez vu ces images de la rotonde, Monique Pinson-Charlot, est-ce que vous avez immédiatement pensé à la nuit du Fouquet ou pas? Oh ben oui, c'était formidable. Qu'il soit tombé dans ce piège symbolique m'a surpris la première, mais après j'ai compris que c'était bien dans la cohérence du personnage, de la personnalité d'Emmanuel Macron. Alors ce qui nous a intéressé, deux choses avec Michel, avec ce qui s'est passé à la Rotonde, c'est d'une part qu'il manifestait la continuité de ses engagements avec Hollande, puisque quand il préparait la campagne des présidentielles de Hollande, il faisait partie des amis de la Rotonde qui se réunissaient dans la pièce au premier étage. Voilà, donc il avait ses habitudes, d'ailleurs il a même dit que c'était sa cantine.
Donc ça montrait bien le prolongement. Ensuite, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que tous ses amis étaient là et puis qu'après, c'était facile de repérer pour la construction de notre livre quel cadeau allait recevoir ses amis qui étaient remerciés pour leur aide dans ce succès de cette élection, un succès tout à fait relatif. Et enfin, par rapport à Nicolas Sarkozy, qui avait carrément choisi la rive droite avec le Fouquet's tout près des Champs-Élysées, lui, qui s'est battu pour dire « je suis ni de droite ni de gauche, il n'y a plus de parti de gauche, de droite, maintenant c'est la réalité, le pragmatisme et tout ça ». Du coup, il s'est mis sur la rive gauche. Et nous, dans nos travaux avec Michel, on montre que dès que le néolibéralisme s'est installé dans notre système économique grâce à François Mitterrand dans les années 80, peu à peu, on a vu la rive droite et la rive gauche, les frontières, disparaître ou s'atténuer. Autrement dit, si vous voulez, LVMH, Dior s'est installé à la place de la librairie du Divan à Saint-Germain-des-Prés. Désormais, toutes les librairies ont disparu et puis au bénéfice de chaussures haut de gamme, de vêtements. Voilà, le luxe a investi la rive gauche, dont l'emblème était la Sorbonne et la rive droite c'était plutôt la Bourse, a investi la rive gauche pour montrer que finalement, comme il n'y a plus de partis politiques de droite ou de gauche, il n'y a plus cette ligne de fracture à Paris qui, au fond, objectivait la lutte de classe, objectivait les frontières de classe. Alors vous décrivez dans ce livre, à votre habitude sociologique, tout le système de connivence oligarchique qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Donc on retrouve ici ses parrains, Jean-Pierre Jouyet, qui l'a introduit auprès de François Hollande, ou encore Jacques Attali, qui l'a repéré très tôt, ainsi qu'Alain Minc. Le richissime Henri Herman aussi, qui a financé Macron, qui l'a également repéré depuis le début des années 2000 et qui a été son témoin de mariage. Non seulement Macron n'était pas le candidat hors système, qu'il se targue encore d'être, Je pense que ça ne va pas durer longtemps. aussi fou que cela paraisse, mais il était le candidat du système. Comment a-t-on réussi à faire croire l'inverse au peuple? L'oligarchie, en réalité, on le voit bien à travers les votes des beaux quartiers, avait deux candidats. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un pépin pour l'autre, pour un là, et du coup, il faut avoir un plan B. Donc là, ils avaient un plan B. Le plan A, c'était Fillon. Le plan B, c'était Macron. Et comme il y a eu toute l'affaire Fillon, qui n'a pas empêché qu'au premier tour des élections présidentielles, les beaux quartiers ont massivement voté pour Fillon. Mais au second tour, évidemment, ça a été un raz-de-marée dans les beaux quartiers pour Macron, qui était, disons, le plan B si on se fie au vote des grands bourgeois. Et, comme ses amis, ses camarades de classe sont des Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Dassault, Bouygues, enfin, je cite des patrons de presse, si vous voulez, qui contrôlent Bernard Arnault, qui contrôle la presse, qui contrôle la publicité. Évidemment, ça n'a pas été compliqué. Il a eu, par exemple, je retiens ce chiffre, 29 couvertures, 29 unes, alors que Fillon en avait eu 14 et Marine Le Pen 11, vous voyez, pour le premier tour. Donc il a été monté, si vous voulez, mais il n'a pas été monté tout seul. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de récit médiatique qui s'est construit avec son couple, avec Brigitte Macron, ce professeur de 25 ans plus âgé que lui, donc un couple atypique et qui, comment dire, Brigitte Macron, je sais qu'elle était très populaire, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais elle était très populaire auprès des femmes parce que c'est vrai que c'est toujours d'habitude un vieux monsieur qui tient la main d'une frétillante jeune fille. Bon là c'est l'inverse et c'est quelque chose, au fond on peut dire que c'est un peu le couple qui a été porté. Et donc, le traitement a été tellement inégal à Crimée, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais enfin, ils ont mesuré le nombre de minutes que BFM TV a accordé à Macron et pas grand-chose aux autres. Comment est-il possible que le premier débat, si ma mémoire est bonne, entre tous les candidats avant le premier tour,
n'ait eu lieu que sur 2 chaînes privées et pas sur des chaînes publiques. Bon, tout ça, ça favorise beaucoup les candidats comme Macron ou Fillon pour ce qui concerne le premier tour. Alors pour rentrer un petit peu dans les ressorts secrets de la construction d'un tel personnage, vous évoquez dans ce livre le véritable blitzkrieg d'images qui a permis à ce chouchou de l'oligarchie de devenir un sujet de conversation dans tous les salons de coiffure, et cela en un temps record. Et dans cette opération-là, il y a un personnage qui a joué un rôle non négligeable, qui continue d'en jouer un. Il s'agit de la reine de la presse people, Michèle Marchand, dite Mimi. Elle avait été présentée au couple Macron par Xavier Niel, grand patron de presse, lui aussi actionnaire majoritaire du groupe Le Monde, ainsi qu'une enquête de Sophie Desdésert dans Vanity Fair, remarquable enquête, le révélait en avril 2017, un peu dans le désert, puisque les grands médias n'avaient pas repris l'information. On va tout de suite regarder quelques images de la fameuse Mimi Marchand pour la présenter au public. Nous sommes en mars 2017. Emmanuel Macron présente son programme présidentiel et dans la foule, aux côtés de Brigitte Macron, que l'on distingue avec sa veste bleue, il y a une femme, c'est elle, c'est Michèle Marchand. Quel rôle a joué cette femme, Mimi Marchand, et quel est son parcours ? C'est un parcours que 2 journalistes et une romancière ont décrit dans leur livre Mimi, qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a tout connu jusqu'à la prison, la vie nocturne de Paris, elle a eu un mari braqueur, un autre policier, enfin une trajectoire, une vie absolument incroyable qu'on ne peut pas résumer comme ça, parce qu'en réalité il y a plein de vies qui se sont accumulées sur cette femme, et elle ne doit pas être beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, disons que elle est arrivée, grâce à Xavier Niel, à négocier un contrat avec le couple Macron, comme quoi, s'il lui donne l'exclusivité de leur couple, il ne s'agit pas de donner l'exclusivité de Macron allant faire des voyages présidentiels tout seul. Des photographies, des fausses paparazzades. Voilà, de leur garantir l'exclusivité, et en échange de l'exclusivité, de leur garantir de belles images. Et moi, je n'étais pas invitée à la table à la Villa Montmorency chez Xavier Niel ce jour-là. Mais je peux imaginer que, évidemment, il a été question de retoucher les images, pour que Brigitte apparaisse plus jeune, apparaisse sexygénaire en quelque sorte. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est très maquillé. C'est-à-dire que j'ai vu dans les comptes de campagne qu'il a présenté une facture de 29 000 € de frais de maquillage. Donc lui-même, peut-être, voulant donner une posture monarchique à sa campagne, essayait de cacher, disons, la finitude humaine pour que le corps du roi ressorte mieux et que les stigmates du travail intense, du fait qu'il dort très peu, ne soient pas visibles, et qu'il ait donc cette allure, cette prestance, et toujours main dans la main avec Brigitte. Et du coup, les paparazzi, d'ailleurs on l'a vu tout de suite à Marseille, leurs premières vacances ensemble, un photographe s'est immiscé dans le ghetto oligarchique de Marseille, là les 3 P, tout à fait en haut qui domine la mer, là où ils étaient, et tout de suite ça a posé problème. Bon, finalement ça s'est résolu, la photo n'a pas été publiée, et le photographe a compris que Best Image avait vraiment une exclusivité bien verrouillée. Et d'ailleurs son chiffre d'affaires a augmenté de sa société Best Image. Et donc, en 1 an et demi, on arrive à créer un personnage public. Oui, c'est allé... Je sais pas, je pensais même pas que ce soit possible une histoire comme ça. Puis surtout, que les gens puissent croire à une fable aussi
aussi incroyable, puisque Macron était présent dans la presse. Macron, on savait qu'il avait été chez Rothschild, qu'il était ministre de l'économie, qu'il avait fait quand même l'affaire Alstom, avec quand même, il y avait eu des pages et des pages dans les médias. Il était présent quand même sur les chaînes de radio, de télévision. Et voilà, c'est ça qui nous a le plus surpris, c'est cette bonté, cette naïveté peut-être des... pas des citoyens français, puisqu'il y a eu un taux d'abstention énorme, et puis Macron a été élu au final avec très peu de voix. Donc si vous voulez, il n'y a pas tant que ça de Français qui ont adhéré, mais... moi, je sais que dans ma rue, par exemple, il y a beaucoup de mes voisins qui étaient complètement fans, enthousiastes. Il faut que ça change tout. À Bourg-la-Reine, je vous dirais pas dans notre rue. Ah bah oui, forcément. Et qui étaient charmés, qui étaient ça va changer, on en a marre et tout ça, sans se rendre compte que c'était il faut que tout change pour que rien ne change. Alors en effet, Emmanuel Macron, vous le dites, a toujours refusé de donner la liste de ses grands donateurs. Une collecte qui, en 14 mois à peine, a tout de même abouti à la coquette somme de 13 millions d'euros. Une liste que les journalistes se sont bien gardés de creuser, de demander pendant la présidentielle, sur lesquels rien ou pas grand-chose n'est sorti avant l'élection d'Emmanuel Macron. Évidemment, cette révélation aurait fortement mis à mal la théorie du candidat hors système. Il y a qui parmi ces grands donateurs ? Ah ben, il y a des banquiers, il y a des patrons d'industrie, il y a toutes sortes de gens très diversifiés. Vous avez cité Henri Herman, alors lui c'était avant qu'il meure, il est mort en 2016, mais enfin il avait beaucoup mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Il y a eu toutes sortes d'oligarques, de personnalités hautement argentées, qui ont financé de multiples manières, à la fois avec les dîners, les levées de fonds, où ils pouvaient donner, c'est limité en principe à 7 000 euros ou 7 500, mais aussi 4 600 euros qu'ils pouvaient donner à l'association de financement de la campagne d'Emmanuel Macron, et puis toutes les réductions qui ont été faites pour les salles louées, des cadeaux, si vous voulez, indirects par des réductions très fortes pour les frais de campagne, à quoi je pourrais rajouter, sous le contrôle de Christian Eckert, qui était ministre du Budget alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'Économie et qui a écrit un livre super, « Un ministre ne devrait pas dire ça », et où il témoigne du fait que Emmanuel Macron, dès qu'il est arrivé au ministère de l'Économie, eh bien, il a utilisé tous les frais de représentation du ministère, puisqu'il avait le bel appartement là qui est avec les... Je ne sais pas si vous avez déjà été invité avec les baies. Jamais. Ah, jamais. Alors vous avez des grandes baies qui donnent sur la Seine. Enfin, c'est absolument superbe, c'est sublissime. Et donc plein de gens qui avaient du pouvoir et de l'argent étaient trop contents d'être invités comme ça au ministère de l'Économie dans cet appartement tout à fait superbe. Et voilà, donc si vous voulez, en réalité, on pourrait dire qu'il a un peu pillé par tous les bouts, quoi, l'argent du contribuable à travers ces invitations. Et Christian Eckert a quand même cette formule, tout se passe comme si Emmanuel Macron s'était servi du ministère de l'Économie comme tremplin pour sa campagne des présidentielles. Et donc, à la Rotonde, on retrouve beaucoup de tous ceux qui l'ont invité. Et c'était pas si compliqué que ça, en faisant la liste des invités de la Rotonde, de faire des hypothèses sur les donateurs. Emmanuel Macron a toujours refusé de donner la liste des donateurs en se protégeant sous le secret fiscal. Ils n'ont qu'à le dire, mais moi je suis tenue au secret fiscal. Voilà. Vous vous êtes trouvée, Monique, un jour confrontée à Benjamin Griveaux, qui n'était pas encore le porte-parole de l'Élysée, en 2016. Pendant la bataille de la loi travail, c'était sur la chaîne parlementaire. Je crois que vous n'en gardez pas un souvenir formidable. Et vous vous êtes en effet heurté
on va tout de suite regarder les images au discours qui était celui à l'époque de l'entourage d'Emmanuel Macron, à savoir, avec Macron, on va enfin sortir de l'entre-soi. Un homme tout propre sur lui, qui va au-devant des Français, sans programme, sans question. Il n'a pas été construit sociologiquement, il n'a aucun intérêt, il ne sert surtout pas la soupe aux plus riches. Tout ça n'existe pas. Vous dites aussi c'est neuf, c'est dynamique, on a entendu ça. On fait souvent du vieux avec du neuf. Avec Macron, on va enfin sortir de l'entre-soi ? Alors ça, avec son camarade de classe, François Patriat, sénateur socialiste, qui a tout de suite basculé et soutenu le mouvement d'Emmanuel Macron en marche, toute la soirée, si on regarde bien cette émission, c'était tout le temps contre moi, qui ne cessait de leur dire qu'ils avaient... Patriat, il a mangé au râtelier de la politique, il s'est nourri toute sa vie, il a été un peu vétérinaire quelques années, mais pas longtemps. Il est âgé et il est toujours sénateur. Donc l'entre-soi et le changement, il n'était pas bien placé pour le défendre. Et ne parlons pas du jeune Griveaux, qui était tout content, il était souriant, détendu, face à moi, en disant, voilà, moi j'ai tout lâché, mon boulot, donc il sortait d'un poste très bien payé de lobbying, et j'ai tout lâché pour enfin que la société française soit dirigée par quelqu'un de valeur, que tout change, tout ça, il faut quitter l'entre-soi. Et moi, je n'arrêtais pas de dire qu'il n'était pas très bien placé non plus avec les grandes écoles, tout son parcours que j'avais bien analysé, comme je fais toujours avant, quand je sais la liste des invités, quand je vais à une émission. Et alors, ils ont été, je dirais pas agressifs, parce que c'était pas ça, mais ils étaient presque insultants en me niant dans ma posture de sociologue. C'est-à-dire, ils me renvoyaient la psychologisation du social, tout ce que je déteste, que je suis jalouse, que je suis envieuse, que je ne comprends rien à rien, que j'étais ringarde, que j'étais quelqu'un qui n'aimait que le passé, que j'étais incapable de... Tous les attributs de la gauche. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait râler, je veux dire, ça rend dingue. On va tout de suite regarder un autre aspect du personnage d'Emmanuel Macron que vous abordez évidemment dans ce livre. Et il s'agit bien sûr, ainsi que le sous-titre de votre essai le dit, de son mépris de classe. La violence verbale d'Emmanuel Macron, on la connaît désormais tous. Ces exemples sont innombrables. On va tout de suite regarder un petit florilège qui circule en ce moment sous forme de clip sur beaucoup de gros groupes de gilets jaunes. Cynique, illettré, fainéant, réfractaire. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder mais ils peuvent pas avoir des postes, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Le Gaulois, réfractaire au changement. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Cynique, illettré, fainéant, réfractaire. Moi, la question que je me pose à chaque fois, Monique Pinson-Charlot, quand je vois ça, quand je repense à toutes ces phrases et à leur caractère récurrent désormais, c'est vraiment du mépris de classe tellement ancré qu'il est verbalisé de façon imprudente, ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de provocation derrière ça? Ah oui, très clairement, c'est-à-dire qu'on est là face à une politique tout à fait cohérente, qui est cohérente par rapport à la personnalité d'Emmanuel Macron, le dominant assuré de son ultra-supériorité, et d'une politique de classe extrêmement violente. C'est-à-dire que là, ce qui se passe avec Emmanuel Macron, c'est la connexion
entre sa personnalité, parce qu'il est parfaitement sincère, hein, c'est parfaitement assumé, c'est une provocation, c'est du cynisme, mais qui est accoquiné, arrimé avec une politique de classe parfaitement en phase. Et c'est tout le temps, il tricote tout le temps d'un côté, de l'autre, comme ça ça fait des attaques frontales qui sont faites pour tétaniser, pour rendre impuissant, pour se dire pour être atteint, quoi, pour être sidéré, et puis pour être incapable de penser la critique, être incapable de sortir et de se battre. Et du coup, cette volonté-là, les Gilets jaunes, avec leur visibilité, l'ont mise à mal. Le mouvement des Gilets jaunes, vous le lisez comme un retour de la conscience de classe dans le débat public? Ah ben clairement. Clairement, c'est-à-dire que ce qui nous a beaucoup surpris, Michel et moi, qui avions l'habitude de manifester avec les syndicats, les différents partis politiques, de République à Nation, de Bastille à République, enfin, et nous pensions que tous les abstentionnistes, tous les gens, les ouvriers qui ont acheté des petites maisons Bouygues avec un barbecue à l'autre extrémité de la région parisienne ou dans tous les coins de France et qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au boulot, ces gens-là étaient tellement attaqués, tellement atteints que je ne pouvais même pas penser que ce qui se passe avec les Gilets jaunes soit possible. Ça a été presque une humiliation pour nous, sociologues, de ne jamais avoir pensé, par exemple, qu'on avait tous des Gilets jaunes. Et nous, on disait toujours, faut être visible, faut être visible. Alors nous, avec Michel, on disait, on n'a qu'à aller se mettre tout nus dans l'Élysée. Mais vous voyez, c'était pas du tout la peine d'imaginer des horreurs pareilles. Les Gilets jaunes, c'était génial comme idée. Alors après, nous, on a été frappés. Mais alors, il y a un biais dans ce que je vais vous dire, parce que chaque fois que nous sommes allés les retrouver dans les lieux de pouvoir, sur les Champs-Élysées, vers l'église Saint-Augustin, avenue Kléber, enfin dans tous les beaux quartiers, ils nous reconnaissaient. Donc, ils venaient nous voir, on discutait, et donc ça biaise un petit peu ce que je vais vous dire. Mais un niveau de conscience de ce qu'a fait Emmanuel Macron tout à fait extraordinaire. Et pourquoi il s'adresse directement à Emmanuel Macron et pas au niveau de l'entreprise, au niveau des patrons, enfin tout ça? Non, c'est à Macron. Parce que Macron, c'est le chef d'entreprise qui est à l'Élysée. C'est lui qui gère la France comme une entreprise. C'est lui qui est l'emblème parfait du néolibéralisme, avec plus de public, plus de privé. Maintenant, on peut être au plus haut de l'État et piller l'argent du peuple pour le donner à travers des cadeaux fiscaux, à travers toutes sortes de manipulations diverses et variées, le donner aux plus riches et le prendre en le prenant aux plus pauvres. Et lorsque Emmanuel Macron est mis à mal et qu'il fait son allocution du 10 décembre, eh bien, il est obligé de donner quelques miettes à ce mouvement-là, 10 milliards d'euros. C'est pas grand-chose compte tenu du nombre. On est dans les 99% face à 1%. Cet argent-là, il ne le prend pas aux plus riches. Il ne revient pas en arrière, il le prend sur le budget de l'État. Et il a le culot de dire, ou de faire dire par ces Benjamin Griveaux et autres François Patria, il a le culot de dire que ça va aggraver le déficit public et que du coup, c'est les pauvres, c'est les Gilets jaunes, c'est nous tous qui allons payer ces cadeaux, ce dû aux plus démunis. Et que du coup, c'est nous qui allons être sanctionnés par l'Europe, c'est nous qui avons encore le mauvais rôle. Et les premiers de cordée, les créateurs de richesses, les investisseurs qui n'investissent pas mais qui encaissent le pognon au lieu d'investir, eux, ils ont toujours les mots flatteurs pour le dire. Selon vous, Monique Pinson-Charlot, qu'est-ce qui intellectuellement, politiquement et même psychologiquement interdit ou a interdit jusqu'ici à Emmanuel Macron d'apporter la bonne réponse au mouvement des Gilets jaunes? Mais c'est parce qu'il est lié. Il a un contrat. Il a des contrats avec tous les oligarques dont on a parlé au cours de cet entretien ou qui sont dans notre livre et dans beaucoup d'autres livres. Il est pieds et poings liés. Il ne peut pas faire
Il ne peut pas changer sa politique. Et d'ailleurs, dans le débat qu'il contrôle de bonne main, toutes les mesures prises ne sont pas à l'ordre du jour du débat national et toutes les mesures à venir, les privatisations, l'assurance chômage, les retraites, toutes ces mesures qui vont être à la défaveur des plus démunis sont interdites de débat. Donc voilà, c'est une imposture de plus et il est en parfaite cohérence avec lui-même, que ce soit l'affaire Benalla, que ce soit l'affaire Mimi Marchand, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire il défend une classe sociale mobilisée pour faire valoir ses intérêts et des intérêts qui sont en contradiction très grande avec les arguments qui les fondent. On nous dit toujours que c'est pour faire baisser le chômage, et vous verrez dans notre livre, depuis 1986, tous les cadeaux aux plus riches, le chômage n'a pas bougé. Et donc, j'espère que toutes ces armes, voilà, notre livre, c'est une transmission d'armes. Alors, d'armes au sens de la connaissance, que nous voulons transmettre, donc donner à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le temps que nous avons eu en tant que directeur de recherche au CNRS pour travailler précisément auprès des familles les plus puissantes de France. Macron ne peut pas changer de politique, vous le disiez à l'instant. Les Gilets jaunes ne veulent pas rentrer chez eux. Vous voyez la suite comment ? Ah ben je vous dis, pour moi, les choses se font dans le mouvement. Parce que c'est très difficile d'être prophète, ça n'a même pas beaucoup de sens finalement. Puisque, au fond, ben, voilà, moi je suis persuadée que les dés les dominos, comme c'est l'image que j'utilise souvent parce que c'est celle que j'ai dans la tête, penchent en ce moment en faveur de l'oligarchie, mais franchement, ça peut basculer du jour au lendemain. Et pour cela, eh bien, il faut obtenir ce que les Gilets jaunes essayent d'obtenir, c'est-à-dire de l'argent pour augmenter leur pouvoir d'achat, mais aussi des réformes institutionnelles, notamment avec le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et ces dernières mesures institutionnelles, moi j'appelle ça des réformettes à potentialité révolutionnaire. Parce que le jour où le vote blanc sera reconnu dans les suffrages exprimés, eh bien la première soirée électorale, je vous le jure, on devrait être ensemble pour le vivre ensemble, vous aurez eu une immense barre de 90% de vote blanc. Voilà, parce que, peut-être que j'exagère, mais une très grande majorité des élus sont discrédités pour faire carrière en politique, pour dévoyer ce qui est notre bien commun à nous, le politique, la politique. Et en ce moment, avec tous ces débats sur les ronds-points, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit la démocratie jaune, dans ce sens, on tourne en rond peut-être, mais il y a la solidarité, on discute. Pour moi, c'est ça, la vraie démocratie. Et mon rêve, avant de partir dans l'autre monde, de voir la politique s'organiser d'une façon beaucoup plus participative, beaucoup plus solidaire, beaucoup moins verticale. Merci beaucoup, Monique Pinson-Charlot. Merci à vous, merci de m'avoir invitée, vraiment. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, Le président des ultra-riches, aux éditions Zone, écrit avec, bien sûr, comme toujours, Michel Pinson, que l'on salue. Ce livre sort le 31 janvier. Il faut encore attendre un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien libre. Je vous rappelle que le média qui est en accès libre vit entièrement de vos subventions, de vos dons, de votre financement. Le média n'est pas financé par les milliardaires dont nous parlions à l'instant avec Monique Pinson-Charlot, ni par l'État. Et nous comptons sur vous pour nous aider à mener cette bataille de l'information libre. À bientôt.